Unidibert est enchanté de recevoir une des grandes dames de l'édition française, Viviane Ami. Une lectrice, tout simplement. Une lectrice qui a fondé sa maison d'édition il y a 22 ans et qui compte maintenant quasiment un peu moins de 200 titres à son actif. Si la maison d'édition est connue pour notamment la ligne Polar, incarnée notamment par Fred Vargas, c'est tout un travail extraordinaire de défricheuse que vous avez opéré depuis le début. Et j'aimerais bien commencer par cet aspect de défricheuse d'une culture européenne, d'une transmission européenne, et notamment si vous pouviez faire un petit coup de projecteur sur la Hongrie qui a quand même c'est fondamental, si vous voulez. Bon, comme gamine, en tant que gamine, d'abord je suis très très passionnée par la façon dont l'histoire influe sur les destins individuels. Et quand j'étais adolescente, quand j'ai découvert la littérature russe, j'ai été fascinée par la littérature russe, et c'est allé au-delà quand j'ai vu un film, j'avais 16 ans, je m'en souviens comme si c'était hier, qui s'appelle Andrei Rublev de Tarkovsky. J'ai été tellement bouleversée par ce film que j'ai appris le russe. Et, parce que la langue était magnifique, et c'est vrai que j'ai découvert tout Gogol, Dostoïevski, Bulgakov, et le roman avec cocaïne que j'ai défendu quand j'étais d'Agueyev, que j'ai défendu quand j'étais chez Bellefond, un livre que j'ai défendu. Et il se trouve que cette partie du monde avec son histoire, ses déchirements, m'a toujours semblé autorisé à l'individu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est opprimé, il est humilié qu'il se redresse? Je ne sais pas. Mais enfin, disons que ce que j'avais découvert dans la littérature russe a fait que, je veux dire, quand j'ai commencé à travailler dans l'édition, puis il se trouve que le premier éditeur chez qui j'ai travaillé, qui sont les éditions de la Différence, avait publié un texte d'un auteur hongrois qui s'appelle Frigyes Karinthy, qui s'appelle toujours d'ailleurs Capillaria ou le pays des femmes. Alors Karinthy est un écrivain culte, pour employer l'expression que je déteste en Hongrie. C'est un écrivain du début du siècle et qui, avec son compère Kostolany, que j'ai publié également, ont créé une revue qui s'appelait Newgat, qui était une revue où vraiment la période de l'entre-deux-guerres en Hongrie a été quelque chose de prodigieux. Il y a des écrivains extraordinaires. Et Karinthy disait, c'est un humoriste, et il était journaliste, il disait je prends toujours au sérieux l'humour. Enfin, l'humour je ne plaisante pas avec l'humour, très exactement. Et j'ai lu Capillaria ou le pays des femmes, qui était une sorte d'hommage à les voyages de Gulliver. Et Karinthy se voulait un peu le descendant des écrivains du XVIIIe. Et j'ai lu ce livre que j'ai adoré, d'une misogynie absolument mais faramineuse. Et j'ai trouvé ça passionnant, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de savoir un peu plus de choses sur cet écrivain. Et j'avais découvert qu'un texte qu'il avait écrit avait été publié dans les années 40, qui s'appelait « Voyage autour de mon crâne ». Alors, moi, voyage autour de ma chambre, voyage autour de mon crâne. Je ne sais pas si on l'a là. Et il est pareil, il est sorti. Voilà. Voyage autour de mon crâne a été un livre qui a été pour moi un détonateur. C'est en 1936, Karinthy, qui est un écrivain très connu en Hongrie, qui est vraiment est à une table de café, le café central, il est en train de faire ses mots croisés. Et tout d'un coup, il entend un train qui démarre. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de train, il n'y a pas de gare dans les environs. Et ça va être le premier symptôme, le premier élément qui va le mener à découvrir qu'il a une tumeur au cerveau. Et il se trouve qu'à cette période, c'est l'émergence de la neurochirurgie. Et il y a un grand professeur qui est le professeur Olive Krona, qui habite en Suède, qui a étudié aux États-Unis. Et Karinthy, quand on va enfin établir le diagnostic, parce qu'il va commencer par voir tous les charlatans, tous les médecins, tous les amis qui vont lui dire « Et il se trouve qu'enfin le diagnostic est fait, et
cette opération est extrêmement chère et toute la Hongrie va se cotiser pour payer le voyage à leur auteur phare. Et Karinti va faire le voyage jusqu'en Hongrie et il va traverser bien sûr l'Allemagne nazie, puisqu'on est en 1936. Et c'est un livre d'une drôlerie, d'une profondeur, d'un désespoir, d'un élan vital extraordinaire. Parce qu'en fait, ce qui est fascinant, et c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, c'est celui qui utilise, entre guillemets, l'intellectuel, même si je n'aime pas la notion d'intellectuel telle qu'on la pratique à l'heure actuelle, on est tous des intellectuels, on a un cerveau, on l'utilise, c'est celui qui va analyser ce que, quand le cerveau est touché, comment la perception de celui, et la modification de la perception. Et il se trouve que l'opération, la trépanation se fait sous anesthésie locale. Et il va raconter son opération, ce qu'il voit et ce qui va suivre. Et ce qui aussi, la façon dont l'espace et le temps sont modifiés, ce sont deux notions qui, pour moi, l'édition, c'est tenter de m'inscrire dans l'espace et dans le temps. Alors j'ai cru à un moment que j'arrivais à vaguement m'inscrire dans le temps par le biais de l'édition, mais je n'y crois plus du tout. Alors l'espace, c'est encore une autre histoire. Mais donc, notamment après cette intervention, il y a la convalescence, et le temps est complètement modifié, c'est-à-dire qu'il croit qu'il est resté 2 jours alors qu'il est resté 3 semaines. Et il sort de l'hôpital, c'est un hymne à la vie, et même si 2 ans après, il va être rattrapé par la maladie. Et donc c'est vrai que ce livre-là, je l'ai porté, je l'ai proposé aux différents éditeurs chez qui je travaillais. Je suis assez réfractaire aux cases. D'abord, quand j'étais gamine, on m'a dit que je n'étais pas très douée pour les études. J'en ai fait. Mais si vous voulez, pour moi, l'étude, c'est quelque chose qui me nourrit, c'est pas quelque chose qu'on m'impose. Je déteste être une noix qu'on gave. Et donc, à partir de ça, j'ai commencé à chercher tout ce qu'il y avait. Bon, je ne dis pas un mot de hongrois. J'ai commencé à chercher Karinti, à lire les anthologies. C'est comme ça que j'ai découvert Kostolany, qui était un très très grand ami. Anna Ladouce qui est là. Anna Ladouce, ils ont un destin croisé d'ailleurs. Ils étaient très très amis. Et il se trouve que petit à petit, j'ai découvert une littérature absolument passionnante, qui, encore une fois, d'un point de vue éditorial en France, était très peu publié, parce que, comme on dit, ça ne se vend pas. Et au fil du temps, j'ai élaboré une espèce de théorie, c'est que le fait d'avoir des consonnes, là, les consonnes K, les consonnes. Je vous assure. Jusqu'à présent, ça peut-être changé. Non, mais c'est Kostolany, quand on voit un Z et un S, ou quand on voit. Oui. On se dit, oh là là, c'est compliqué. En plus, l'histoire de cette partie du monde, de cette partie de l'Europe. Et c'est les Polonais, on peut avoir 4 consonnes à suivre. Donc, si vous voulez, les lecteurs sont, comme on a toujours peur de ce qui surprend, disons, ils ont un temps de retrait, ils ont une réaction de retrait, alors qu'en fait, c'est une littérature qui est d'une universalité extraordinaire, d'une humanité, d'une drôlerie. On parle souvent de l'humour de l'Est, mais effectivement, c'est une région du monde qui a subi tellement quand on pense que l'Empire austro-hongrois, les Ottomans, en moins d'un siècle, il y a des individus qui ont eu 3 nationalités. Oui, bien sûr. Et si vous voulez, ça a donné une espèce de vitalité, puisque la vie sort toujours vainqueur. Quel est le féminin de vainqueur? Je me suis toujours posé la question. Moi, non. Non, j'ai plutôt... Il y a un ami. Non, en ce moment, j'ai le sentiment d'un grand échec, mais ça, c'est autre chose. C'est un échec, vous voulez dire? Oui, j'ai l'impression que, le temps passant, on est en permanence, quand on fait on a une activité comme celle-là qui est inscrite dans le temps, où il faut avancer, où il faut être regardé autour de soi, on est soit très très en retard, soit très 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 en avance. On n'est jamais là où véritablement, en tant qu'individu... le moment opportun, voilà. Au bon moment. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est... en plus, il y a, avec le temps, le succès, la façon dont... j'ai souvent le sentiment que les individus ont une comment dirais-je, une sorte de besace, de calebasse dans laquelle ils ont toutes leurs possibilités d'émerveillement, toutes leurs possibilités d'engagement.
et qu'à un certain moment, il y a, où les circonstances de la vie font qu'il y a une sorte de fracture qui se produit, mais à un certain moment, j'ai souvent ces derniers temps le sentiment d'être très décalée par rapport à l'époque, et donc aux gens que je suis amenée à côtoyer. Le succès de certains, le regard d'un milieu. Je déteste les milieux, comme les catégories, je n'aime pas les cases. Mais vous vivez dans des temporalités différentes qui se chevauchent et parfois qui peut-être deviennent sans être antagonistes. C'est vrai que j'ai un sentiment à l'heure actuelle un peu de... Alors c'est peut-être comme disait Pavese, il n'y a rien de pire qu'un idéal qui se réalise et ils vont se suicider après. Enfin, disons pour... non pas que j'envisage quoi que ce soit, mais c'est vrai que le texte, je trouve que le texte de Stig Dagerman, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, et dans l'époque dans laquelle on vit, où tout est devenu quantitatif, où il n'y a plus le temps simplement de se redresser pour se dire quelque chose a été fait, donc je peux, comme le petit poussé, mettre une petite pierre, un petit caillou, le petit caillou se désagrège. Et c'est un sentiment, peut-être le mot n'est pas adéquat, mais d'échec, si vous voulez, parce que je crois profondément à l'intelligence, je crois profondément à ce que je transmets, à ce que je tente de transmettre, comme mes parents m'ont transmis quelque chose, comme les gens du passé, comme Homère m'a transmis quelque chose, comme La Fontaine m'a transmis quelque chose puisque j'ai lu les textes qu'ils ont écrits. Et j'ai le sentiment, si vous voulez, que ce travail souterrain que doit faire chaque individu est laminé et qu'en fait tout doit se faire en surface. En fait, c'est pas un échec, vous pensez pas simplement que votre activité a la particularité de s'opérer dans un monde qui s'épuise, qui s'épuise, et si vous voulez, l'échec, pour moi, l'être humain, s'il est vivant, il doit toujours être présent à lui-même. Et j'ai l'impression qu'on vit dans un... pas dans une époque, c'est même pas ça, mais dans un espace où l'individuel, non pas l'individu, et à explorer ce qu'il y a de plus mauvais chez l'individu, pour en parler en termes de l'ego. Alors qu'en fait, l'intelligence ne demande qu'une seule chose, c'est qu'on la nourrisse et qu'on l'exploite. J'ai l'impression qu'avec la consommation à outrance générée par le marketing, généré par les nouvelles technologies, il n'y a plus ces temps de pause indispensables à la société, indispensables à l'individu, pour que justement il y ait une renaissance permanente des relations entre les gens et de la personne elle-même. Et c'est pour ça que en ce moment, mais ça ne m'empêche pas de découvrir des choses extraordinaires et de m'enthousiasmer comme une gamine, mais c'est vrai que j'ai un peu je pense qu'il y a un sas. D'une certaine façon, les nouvelles technologies restent en même temps tellement nouvelles, déroutantes, que tout le monde s'engouffre dans ces nouvelles technologies parce qu'il faut être à la mode, il faut être dans le coup. Alors que ces nouvelles technologies peuvent aider fabuleusement la vie, et on ne les utilise à l'heure actuelle que dans une portion très très étroite, et j'ai l'impression que c'est une sorte de goulot d'étranglement. De toute façon, c'est toujours la même question. La question, c'est de savoir, est-ce que ces outils aident au recentrement ou des centres? Et voilà, c'est toute ma question à l'heure actuelle. Vous parlez de ces temps dont vous avez besoin, et dans votre travail même, vous cherchez les formes de centrement et de recentrement, ce qui est malheureusement de plus en plus interdit à nos contemporains, parce qu'une organisation même culturelle, même de la consommation culturelle, a une valeur, a une fonction de déréalisation qui empêche les personnes de se retrouver dans des réaxements, des temps où ils se recentrent. Et si vous voulez, il y a quelque chose on me dit, ah oui, mais toi tu es dans le rêve, mais je veux dire, une maison d'édition, c'est la réelle et réelle le plus fort, mais justement, la magie, puisque je dis toujours, l'édition c'est 1% de magie et 99% de pesanteur,
La magie, c'est comme, je sais, c'est l'illusion, le magicien, c'est un illusionniste. Il fait en sorte de ne pas voir. C'est qu'à force d'avoir répété un geste, ce geste même, on ne le voit plus. Il est devenu une sorte d'aile de colombe qui s'envole. Et je suis un peu, comment dirais-je, un peu perturbée, parce que je pense vraiment que là, on est dans une période, si vous voulez, où les choses sont tellement concentrées, où la consommation est devenue le maître mot, où la concentration aussi, c'est-à-dire que le virtuel prend quand même considérablement le pas sur l'existence des individus. Les individus sont devenus virtuels. Je me dis, mais comment va-t-on passer ce sas, qui est ce goulot d'étranglement, et après il va y avoir, c'est comme le... attendez, le delta ça s'ouvre, mais celui qui un triangle. Un triangle, je veux dire, c'est comme sur une autoroute, il y a un goulot d'étranglement, et donc on passe beaucoup plus lentement, ou alors il y a tellement de temps pour passer que certains ne passent pas. Je me dis, comment une transmission, parce que je crois à la transmission, comment, avec ce temps qu'on ne laisse plus, comment cette transmission peut-elle avoir lieu? Et c'est vrai que les livres, on en arrive à dire, ah ben oui, au bout de 2 mois, ben oui, c'est plus d'actualité. François Valéjaux, le livre est sorti au début du mois de septembre. Oui, c'est encore un livre qui est d'actualité parce qu'il n'est sorti que depuis 2 mois, il faut le rappeler. Il faut, et de la même façon, ce livre-là, il faut rappeler, bon, il se trouve que de manière comme certains livres, comme certains écrivains peuvent peut-être avoir une dimension prémonitoire, c'est peut-être aussi ça. Parler de la voir prospectuer. Je trouve que il y a quelques... On peut penser à la Fermera. Mais bien entendu, pour écrire un livre comme celui qu'a écrit François Valéjaux, Métamorphose, il faut beaucoup de temps. Et ce livre-là avait été écrit avant. Mais on se rend compte que pour dire non, ce livre-là est d'une certaine façon un vrai livre, il avait été écrit avant. Mais... Oui, est-ce que vous pourriez parler d'une dimension prophétique? Mais non, François, pour moi, un écrivain est totalement inscrit dans l'époque dans laquelle... Alors, il est en réaction, il colle à... Mais il l'analyse. Il l'analyse, et les outils qui sont les siens, c'est les livres, et c'est le regard sur l'univers que lui ont donné les gens qu'il a lus, l'histoire, et ce qui se passe dans son propre, et éventuellement, la presse contemporaine. Donc François est un grand lecteur, et c'est quelqu'un qui est fondamentalement passionné par l'humain, comment dans toutes ses dimensions psychologiques, spirituelles. Et donc, au fil du temps, j'ai publié 10 titres de lui. C'est vrai qu'il fait des méandres, donc à un certain moment il est revenu au passé. On a dit, il a fait des romans historiques. C'est tout sauf des romans historiques. Je pense profondément qu'un écrivain qui, même s'il utilise les outils de l'histoire, les utilise pour regarder ce qui se passe en son temps. Mais quand on en arrive au point de dire, oui, voilà, c'est un livre, il est encore récent, enfin, vous pouvez l'acheter parce que... Toujours d'actualité, au sens marketing du terme, je me dis, mais on finit par entendre des choses, des trucs tellement aberrants de la part de personnes qui sont censées quand même prendre un minimum de recul pour analyser l'actualité, que je me dis, mais comment cette blessure, qui à mon sens, on est dans une période de blessure de la civilisation, de la société, comment cette blessure va-t-elle pouvoir se cicatriser pour que malgré tout, ce qui s'est fait avant puisse être transmis à ce qui va se passer après. Peut-être pas se cicatriser. Il y a une solution terrible, mais qui pourtant parfois donne l'impression de pointer son nez, c'est d'arriver à une alchimie extraordinaire ou une anti-alchimie qui fait que
le réel devient fiction et la fiction devient réalité. Et tout à fait. Et là, on dirait un dépassement d'une blessure qui serait toujours béante et en même temps, d'une certaine manière, cicatrisée parce que les individus eux-mêmes se déréalisent dans leurs désirs, dans leur rapport à la culture, à la pensée. Le livre de François Valéjean, je veux dire, se termine de manière... Bon, alors c'est une jeune femme dont le frère s'est converti il croit à l'islam, mais plutôt à une dérive de l'islam, à une dérive d'une religion, et qui, bon, après de multiples péripéties, va disparaître, et elle-même, qui resterait des fresques du Moyen-Âge dans les églises, va renouer avec sa passion première, c'est l'art contemporain. Et donc, elle va faire de grands tableaux, et bien entendu, comme elle est très préoccupée par son frère, qui a disparu, on ne sait pas trop où, dans ses tableaux, elle fait des portraits, elle glisse des portraits de son frère. Et il y a une galeriste qui dit « Ah, mais oui, c'est vous, le jeune Abdelkrim Youssef, puisque son frère, qui est, je dirais, un Gaulois, entre guillemets, qui s'appelle Alban Thomas, s'est converti et a pris pour nom Abdelkrim Youssef. Ah, c'est ce jeune homme dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, parce que bon, il a été pris à la télévision, on a cru qu'il avait, avec un groupe, tenté quelques attentats. Ah, mais c'est extrêmement intéressant. Donc, ce qui serait très bien, je vais vous faire une commande, mais il faut que vous alliez très très vite. C'est-à-dire que vous allez faire des grands tableaux avec la tête de votre frère sur ces tableaux, mais il faut que ce soit dans les 6 mois. Sinon, vous savez comment ça... Et la jeune femme qui, elle-même, avec ce qu'elle a vécu, est complètement déréalisée, même si elle essaye désespérément de se tenir au réel, va dire « Je ne sais pas jusqu'où, mais je fonce. » C'est-à-dire qu'elle va faire ces tableaux qu'on lui demande par désespoir, par perte totale d'une colonne vertébrale, si vous voulez, qu'elle avait, mais qu'on lui a fait perdre avec tout ce qui s'est amalgamé autour de cette crise existentielle qu'a manifestée son frère, qui était à la recherche d'un absolu, et qui, comme souvent malheureusement, a été manipulé et est tombé sur un absolu, mais qui n'est pas le sien. C'est-à-dire qu'on lui a fait, comme on peut gaver une oie, on lui a fait ingérer des choses qu'il n'avait pas digérées. Excusez-moi là. Oui, bien sûr. Donc, qui n'étaient d'ailleurs peut-être pas digérables. Et qui n'étaient pas digérables. Donc, si vous voulez, ce contresens, si vous voulez, sur lequel joue notre époque, mais à tous les niveaux, que ce soit pour établir des relations de puissance, de force, et en particulier des relations de force économique, si vous voulez, puisque maintenant, avec la mondialisation, les choses sont pris une dimension tout à fait mondiale, c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup. Je ne vais pas dire que ça m'inquiète, mais je n'arrive pas, moi, en tant qu'individu, essayant de trouver ma place dans la société, dans le monde tel qu'il est, je ne sais pas, j'ai tout d'un coup un sentiment de dérisoire. C'est-à-dire que la pierre que vous avez apportée à l'édifice, tout d'un coup, vous la voyez devenir quasiment inutile, en tout cas ne pas être pierre angulaire. Je pense que tout le monde de tout temps, on a eu ce sentiment-là, mais il y a quelque chose qui me fait... quelque chose de vain. De vain, voilà. De vanité, dans la mesure où... même ce qui est fait est de toute façon transformé et manipulé. C'est-à-dire qu'un livre, il va falloir trouver l'angle pour que les médias, on ne parle plus des journaux, les médias en parlent. La notion de travail sur soi, sans du tout qu'elle peut prendre mais je veux dire, travail sur soi, c'est tenter d'accéder à quelque chose de meilleur. Alors c'est quoi pour vous le meilleur, le meilleur, c'est, j'ai dit le meilleur à dessein, mais et pourtant je pense, athée. Il y a une certaine forme, quelque chose qui dépasse, et je dirais peut-être l'esprit. Alors l'esprit, l'intelligence,
l'humain avec l'esprit, vous voulez dire l'esprit comme l'esprit avec un grand E comme le Saint-Esprit, ou le nous grec, quelque chose de l'ordre de la transcendance, quelque chose d'une transcendance immanente, comment vous... Voilà, c'est vrai que je dirais que Léon Verte, que j'ai publié, puisque j'ai travaillé pendant 20 ans sur Léon Verte, sa judéité l'a rattrapé alors qu'il était parfaitement athée, mais en même temps c'était un humaniste, et pour lui, justement, laïque, humaniste, pour lui c'était ici et maintenant qu'il fallait démontrer que l'humain, que l'homme était important. Et quand il s'est engagé au cours de la Première Guerre mondiale pour faire la guerre à la guerre, il n'a jamais participé d'un quelconque parti politique, mais disons qu'il faisait partie de la Ligue antifasciste, il était de gauche, même si dans les années 30, on ne lui a pas accordé son visa pour aller en Union soviétique, parce que justement, ce qu'on a répondu, c'est que Léon Verte, on ne savait pas ce qu'il allait dire au retour de ses voyages. De la même façon que en 1938, il y avait un texte que... Vous avez Victor Serge, voilà, il a défendu Victor Serge, mais il se trouve que... RSS, voilà, mais c'est vrai que... Et ce qui est extraordinaire, c'est que Léon Verte était aux antipodes du surréalisme, mais il avait cette espèce de colonne vertébrale qui fait que même André Breton, communiste, quand il y a eu dans les années 30 une manifestation pour soutenir Victor Serge, a écrit une lettre à Léon Verte pour lui dire: c'est vous qui allez donner cette légitimité à cette manifestation. Peut-être que je suis un peu confuse. Non, pas confuse, on se promène avec vous dans votre pensée, c'est formidable. Mais on a quand même le sentiment que tout vous ramène toujours aux années 30. Non, au début du siècle. Au début, oui, mais par exemple sur la Middle Europa, où il y a ce temps intermédiaire de bouillonnement intellectuel qui n'est pas propre qu'à la Hongrie, qui est propre à la Serbie, là c'est à tout le début qui est extraordinaire. Et c'est vrai que dans votre travail, moi ce que j'aime aussi, c'est que vous avez mis en lumière tout un aspect de ce qu'on appelle l'autre Europe, qui reste bizarrement méconnu, alors un peu moins avec la construction de l'Europe, mais tout de même qui a été quand même une grande absente. Il y a encore 30 ans, on savait plus ce qui se passait à Washington que ce qui se passait chez... Mais tout à fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui pour moi est certain, c'est que je crois que la vieille Europe porte des valeurs qu'elle a tenté de transmettre, qu'elle a tenté de porter ailleurs, et qui n'ont pas été toujours bien perçues ou bien apportées, si j'ose dire. Vous parlez des valeurs d'universalisme, peut-être? Voilà, d'universalisme, qui sont mal perçues. Qui sont mal perçues, et qui ont été mal transmises. Qui ont été mal transmises. Qui ont été instrumentalisées. Instrumentalisées, voilà. L'analyse, par exemple, de Peter Sloterdijk, qui dit que finalement, avec l'universalité, on a fait passer l'humanisme, et puis on a fait passer l'humanitarisme, et avec ça, on a fait passer l'économie, comment on la concevait. Comme le collectif ou la communauté. Voilà, exactement. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je veux dire, la communauté, on le voit, a été la notion de communauté a été récupérée de manière impressionnante par ce que je vais appeler le marketing, c'est-à-dire les puissances de l'argent. C'est-à-dire que on joue sur ce besoin de se retrouver ensemble, mais par le plus petit commun dénominateur. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est peut-être excessif, mais ça va être les gens qui n'ont pas un bras, les gens qui n'ont pas un doigt, etc. De façon à ce qu'il y ait il y a un côté lénifiant, si vous voulez, dans la notion de communauté qui est totalement utilisée pour je dirais, caresser les cerveaux dans le sens du poil. Je ne sais pas si les cerveaux ont du poil ou pas. Désindividualiser les cerveaux. Voilà. Pour Désindividualiser faire les groupes, cerveaux. des ethnies, c'est le travail de Maffesoli qu'il avait fait notamment sur la question des tribus, etc. Oui, tout à fait. J'ai publié le journal de Marcel Samba. Marcel Samba a été, au début du siècle, quelqu'un qui a beaucoup fait pour qu'il y ait la séparation des églises et de l'État. Ça a été un des personnages qui a
su défendre ce projet parce qu'il savait, il était issu d'une famille très très catholique, et en face de lui, il se respectait éminemment, il y avait Maurice Barrès qui était son c'est ça qui son contradicteur, mais il s'estimait énormément, il pouvait polémiquer, c'est-à-dire qu'ils avaient les outils pour comprendre l'autre et éventuellement, et bien entendu, le combattre. Mais c'était des grands tribuns aussi. Oui, c'était des grands tribuns. Il y a eu des éloquences, un art de la pensée, oui, de la réflexion, de l'échange. Ce respect de l'autre, même si ça peut dégénérer, mais ce respect de l'autre est quelque chose qui s'est considérablement amenuisé. Je suis frappée de voir au quotidien combien le respect de l'autre est laminé. C'est j'ai le droit de. Sans penser que l'autre, enfin je veux dire cette phrase, la liberté de chacun s'arrête à la liberté de l'autre, enfin je veux dire, qui sert à toutes les sauces, qui sert à toutes les sauces, tout est devenu, il y a une espèce de récupération, une récupération si vous voulez, et en particulier je trouve que le XXe siècle, il y a une récupération de l'art, c'est-à-dire qu'on a tellement peur de rater quelque chose, mais comme tout est devenu objet de spéculation, il faut récupérer l'art pour ne pas rater la possibilité d'en faire quelque chose qui va rapporter beaucoup d'argent. Votre analyse s'applique tout à fait à l'art contemporain, mais notamment. Tout à fait, et c'est pour ça que, en cela, je vous parlais, parce que François Valéjo analyse à partir, en fait, d'un détail, tous les éléments d'une société qui conduit à cela. C'est-à-dire que et ça ne veut pas dire qu'il est pessimiste, mais disons que la théorie du plus grand nombre, donc le plus grand nombre qui va consommer, donc qui va payer, est quelque chose qui s'est considérablement accentué ces 20 dernières années avec les nouvelles technologies. Alors on donne le sentiment à chacun d'être libre, parce qu'on peut répondre, mais sans du tout que les outils soient au rendez-vous. Je suis frappée, bon, je supporte très peu mais de temps en temps, je regarde comme ça les courriers des lecteurs, bon, l'interactivité, n'est-ce pas, maintenant à la télévision, tout le monde peut s'exprimer. Mais la notion derrière tout ça, c'est une notion de travail qui est complètement mise au rencard, si vous voulez. Exprimer une opinion, c'est formidable, il faut encore avoir les arguments pour l'exprimer. Écrire un livre, c'est avoir travaillé. Faire du pain, c'est avoir appris. Qu'on le veuille ou non, l'art, à un certain moment, dépasse l'artisanat. L'art dépasse la poésie, le simple façonnement. Le simple façonnement, la technique, c'est extraordinaire. Et ça, il y a une sorte de dérive qui me... Donc vous êtes mal dans ce... oui, mais ça, je veux dire, tout le monde... prenons Musil, hein, je veux dire, encore une fois, j'ai mis ça dans mon bureau. On parle à l'heure actuelle, les éditeurs parlent et même les auteurs disent oui, je suis dans l'écurie de machin ou dans l'écurie de truc. Je me souvenais, quand j'ai lu ça, j'avais une vingtaine d'années, j'avais le sentiment d'être passé... L'homme sans qualité ou L'homme sans qualité, pardon. J'avais le sentiment d'être véritablement passé très très à côté du livre, mais il y avait quelque chose qui m'avait frappé, c'est que d'une certaine façon, Ulrich décide de devenir sans qualité le jour où il découvre que dans un journal, on parle d'un cheval de course qui est génial. Et là, effectivement, les mots n'ayant plus aucun sens. Il y a un court-circuit. Il y a un court-circuit. Et donc, si vous voulez, de tout temps, il y a eu cette fracture, si vous voulez, entre les voyants, entre guillemets, mais au sens de rimbaldien du terme, mais il y avait un temps pour que le progrès qui est inhérent à la vie, puisse être intégré par tout le monde. Et il se trouve que maintenant, le progrès est quelque chose qui doit être immédiatement récupéré pour
devenir objet de consommation et donc susciter des bénéfices. C'est pas impunément que... On a inventé la fuite immobile. Voilà. C'est tout à fait. C'est une fuite immobile, c'est extraordinaire. On est dans une fuite perpétuelle et à la fois immobile. Et si vous voulez, la notion, moi je suis très très attachée, donc le troc, je pense vraiment. Mais je veux dire, quand on est dans le désert, tout le monde l'a dit, un verre d'eau va prendre une valeur énorme. Ouais. Et si vous voulez, l'argent, la dimension économique est devenue tellement liée à rien que, oui, moi pour qui le livre est vraiment l'expression de ce qu'il y a de plus beau chez l'homme, est devenu exclusivement une marchandise pour les auteurs eux-mêmes. C'est-à-dire derrière le livre lui-même, c'est l'auteur qui se considère comme une marchandise. Et c'est pour ça que j'ai un sentiment... Alors on a complètement dérivé. Vous réussissez, vous, à reconstituer de la valeur. C'est-à-dire de la valeur au sens d'une non-déconnexion entre ce qui a été produit, la parole que ça peut donner, les personnes qui vont la recevoir et en hériter. Par exemple, quand j'ai dit plusieurs de mes amis qu'on allait avoir la grande joie de vous recevoir, chacun est parti de moi j'ai lu ça chez Liliane Ami, ça m'a été une rencontre, etc. Donc vous faites encore quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre et du logos. Oui, mais ça faire autre chose. Ça c'est extraordinaire. Mais si vous voulez, c'est pas de moi dont il s'agit, mais c'est ce qui va devenir après. Je regarde autour de moi, je me dis, alors je ne connais pas tout malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, mais si vous voulez, je n'arrive pas à trouver un lieu qui émerge où véritablement on travaille. Tout me semble très faussé. Et finalement, est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça depuis l'aube de l'humanité, sauf qu'à la différence, c'est que dans bon nombre de sociétés, des techniques, qu'elles soient spirituelles, religieuses, philosophiques, peu importe, permettaient de créer des jardins intérieurs, permettaient d'avoir des hommes intérieurs, qui faisaient que dans toute société, il y avait toujours une sorte de transcendance possible où les gens pouvaient se reposer, se retrouver, se réaxer, etc. Et simplement, je trouve qu'avec, c'est comment on appelle ça, les autoroutes de l'information, les autoroutes de l'information, tout le monde a le sentiment de tout savoir. Et ça, c'est très problématique. Et c'est que vous vous rendez compte, que en fait, les gens ne savent rien, parce qu'il n'y a pas eu, c'est-à-dire ce qu'ils ont ingéré n'a pas été transformé et digéré. Et la culture, ce n'est jamais que ce qui reste quand on a tout oublié. Je dis, mais on sait tout, mais on n'a rien oublié parce qu'il n'y avait rien à oublier, si vous voulez. Cette espèce de richesses vertigineuses qui sont mises comme ça sous le regard de chacun et ce grand désabusement, alors qu'à côté de ça, c'est une situation complètement opposée. Je me demande véritablement comment, non pas que ça ne va pas se résoudre, parce que de toute façon l'humain va aller au-delà, mais comment ça va se... Je veux dire, une cicatrice, il faut qu'elle se cicatrise pour que l'organisme il ne faut pas la laisser ouverte en permanence. Vous savez, les systèmes des modes de résilience, un terme un peu galvaudé, mais sont tellement forts, parce qu'on peut souvent avoir une perception de notre société comme finalement, par une métaphore un peu organique, où on la verrait comme un corps qui produit des intoxications et en même temps en permanence arrive à combattre ces maladies auto-immunes. Donc finalement on peut se dire que ça va durer encore très longtemps cette blessure. Je suis très pessimiste que je dis, mais je sais pas, c'est pas quand même pessimiste. Mais c'est vrai que le moment est cette mondialisation à outrance, ce pouvoir des États-Unis, cette façon, la capacité, les États-Unis, c'est un pays fabuleux, mais j'ai toujours l'impression que c'est toujours le pire qui arrive. C'est toujours le pire parce que ça vient par le biais de la consommation, de la mainmise pour que ça marche, pour que ça marche. Je me souviens en Hongrie, c'était en 97, j'étais allée en Hongrie, et dans un hôtel, bon, c'est une chaîne, je dis,
petit déjeuner, c'était self-service, mais sur les tables, rien n'était enlevé. Enfin, je veux dire, il y avait un système qui n'allait même pas chercher à apprendre aux personnes sur place comment ça fonctionnait. Et à côté de ça, une des plus belles gares, une des plus belles gares de Budapest, je ne sais plus quelle gare il s'agissait, qui est une architecture métallique, qui avait été transformée en un immense McDo. C'est-à-dire que les seuls qui avaient été capables de restaurer cette gare, ce lieu magique, eh bien c'était un McDo. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un lieu magique, on donnait à manger quand même quelque chose qui était... Qui est de l'ordre du coton chaud. Il y a quelque chose qui n'est plus... on ne peut pas dire c'est bon, c'est mauvais, c'est rien. C'est cette espèce d'inquiétude que je suis désolée que j'ai exprimée comme ça, parce que je suis partie, les cases me gênent toujours, je dérive. Ah, mais j'ai bien compris que je ne pourrais vous poser aucune question. Hein. Parce que là, tout est emmêlé, mais d'une manière extraordinaire, qui est vous, justement. Mais c'est vrai que chacun des livres, pour revenir à cette maison d'édition, qui parfois... Ah non, avant de revenir quand même, sur la question de la spiritualité, vous nous avez dit que vous étiez athée, vous étiez dans un rapport relativement pessimiste au monde en ce moment, mais à la rigueur, un peu comme Gramsci, vous êtes dans un optimisme de la volonté. Oui, je crois qu'il y a... Je ne sais pas, si vous disparaissez, qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir laissé derrière vous? Je voudrais simplement que quelques personnes qui m'ont approché ou que j'ai approché aient appris quelque chose sur eux-mêmes. Donc un rôle un peu maïeutique en quelque sorte. Probablement, oui. Je pense que effectivement ces derniers temps, oui, c'est ça. J'essaye vraiment avec les auteurs, j'essaye vraiment je crois que ce métier, si je l'exerce bien, je n'en sais rien, mais en tout cas, vous disiez que je parvenais à conserver, à garder les auteurs, c'est peut-être parce que par empathie, enfin j'essaye, par écoute, même si je parle beaucoup, mais je veux dire, parler beaucoup, ça vous permet de regarder les autres, de voir comment ils réagissent. Vous racontez n'importe quoi et vous regardez et voyez comment ils réagissent. C'est une grande stratège. Hein. Je sais pas. Non, mais soit ils vont regarder les yeux ronds, soit tout d'un coup ils vont... Et c'est pour mieux les j'ai envie de faire en sorte que les personnes avec lesquelles j'ai été en contact aient bien une espèce de perception de leur propre beauté. Enfin, je sais pas de quelle manière l'exprimer. Alors ça peut paraître d'un orgueil démesuré. Je pense que c'est beaucoup plus de... Et c'est là où mon père, qui était un homme qui avait la foi, qui était un homme très humble, qui avait justement une révérence très grande à l'égard du savoir, qu'il n'avait pas d'ailleurs, qui n'était pas du tout un révolté, m'a appris, et je l'ai encore analysé bien longtemps après, que justement une certaine forme d'humilité était un moyen d'accéder à la vie. Je ne veux pas dire la sagesse, mais à la vie. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour accéder à ça. Et j'essaye, si vous voulez, face à des personnes, si vous voulez, qui tentent quelque chose, dans la durée, de leur faire comprendre que entre ce qui se passe au quotidien, qui les renvoie à leur quotidien et à leur désir de reconnaissance, qu'il faut être cohérent avec soi-même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à être lu avec attention et être reconnu par 1 million de personnes. Oui, bien sûr. Et ça, c'est la chose au monde la plus difficile, et c'est ce balancement
J'essaye d'être le... Comment on appelle ça dans le fil de plomb. Oui, enfin, le fil de plomb, pour toujours ramener les choses. Et je vais, en lisant, en publiant Un voyage autour de mon crâne, à l'époque était sorti le livre d'Oliver Sacks, La femme qui prenait la femme pour un chapeau. Et il y avait un cas qu'il exprimait que je trouvais tellement beau et tellement simple et tellement magnifique. C'était un personnage, je ne sais pas pour quelle raison, mais il ne se tenait pas droit. C'est l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. C'est l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. J'ai une passion pour les Sacks. Vraiment, j'avais découvert cet homme. Qui a été mis en musique d'ailleurs aussi. Oui, et au cinéma également. Oui, c'est vrai. Et donc, il y avait un cas qu'il expliquait dans un personnage, un homme qui tenait pas droit, pour des raisons que Et donc, on lui disait, il avait penché comme la tour de Pise, et il avait élaboré un truc d'une simplicité, il avait des lunettes, et il avait mis un petit fil de plomb, ce qui fait que quand le fil de plomb penchait, il savait qu'il s'est... Mais vous voyez, ce que je voudrais, c'est que... Alors, c'est aussi une belle métaphore de la lutte contre les passions. Oui. Contre les passions intérieures. L'être humain et de passion, il doit trouver l'équilibre. Et c'est pour moi, encore une fois, c'est Cécile Coulon, qui a 22 ans, m'a montré un tableau en me disant... qui représentait... Oui, et c'est là aussi où je suis optimiste. Mais c'est vrai que pour moi, c'est parti du funambule de Nietzsche, mais je crois véritablement que l'être humain a une durée, il naît et il meurt, et dans cette durée, eh bien, il doit avancer, donc ça veut dire qu'il doit faire. Et donc, il est sur ce fil du funambule. Alors au départ, il a un filet, il a son balancier. Le balancier. Et au début aussi, il a le public qui va le soutenir. Ah, il est extraordinaire, il est merveilleux. Là. Petit à petit, il va avancer, il ne va plus avoir de filet. Alors, déjà, le risque est un petit peu plus grand, il n'y a plus de public. Après, il ne va plus y avoir de balancier, et à la fin, il n'y a plus de fil. Et peut-être qu'encore à la fin, il n'y a plus d'individu. Et si ça me fait penser à un film qui m'avait beaucoup marqué il y a quelques années, je ne sais plus quel était le réalisateur, qui s'appelle Birdie. Oui. Le personnage qui était fasciné sur la folie, et qui, à la fin, véritablement, son ami lui dit mais écoute, où est-ce que t'es ? En fait, il avait véritablement volé. Alors, est-ce que c'est l'ami qui l'a vu ? Mais voilà, c'est cette espèce de recherche d'un trésor que, à mon avis, chacun porte en soi, qu'il faut déterrer. On parlait juste de la question de l'après, mais il y a aussi la question de l'avant. Dans l'héritage, de votre héritage, il y a, notamment vous avez un héritage, vous êtes d'origine juive. Hein. Oui. Comment cet héritage joue en vous ? Alors que vous avez dit que votre père était plutôt d'origine modeste. Ah oui, tout à fait. Voilà. Je suis issu d'une famille extra. Mes parents, ils avaient le savoir, la connaissance, c'était pour eux. Mais c'était des gens qui n'y a quasiment pas dit. Alors justement, en termes de transmission, qu'est-ce qu'ils vous ont transmis ? Si ce n'est, comme il n'y a pas ce domaine du savoir ou de la lecture, qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, qui vous accompagne encore ? Mais je crois que c'est le livre. Mon père, quand il était dans un livre, ah oui. C'était tout d'un coup, on surprenait en faute de solitude. Oui, je comprends. Et non, c'était vraiment un plongé enfant. Dans un univers. Dans un univers, et c'est vrai que il avait il avait une capacité d'émerveillement dont j'ai pris conscience tardivement, mais je crois que la nécessité de la capacité d'émerveillement, surtout sur une fleur, c'est quelque chose, je crois, que mon père m'a donné, alors que... et je pense que c'est, oui, le livre, la révérence à l'égard des parents. J'étais une révoltée absolue. Et quand un jour je l'ai vu prier avec ses phylactères, je dis mais tu sais ce que tu... Je dis non, mais moi on m'a dit que c'était comme ça. J'avais 10 ans, je dis c'est pas possible, c'est insupportable. Maintenant je trouve ça beau, maintenant j'aurais besoin de comprendre. Bon, et entre-temps, j'ai... Mais en même temps, là, enfin, je ne connais pas suffisamment les fondements,
Mais la religion juive n'est pas quelque chose, il n'y a pas vraiment quelque chose après. Pas vraiment. Vous savez, j'ai été très frappée, ma mère est morte il y a maintenant 5 ans. J'ignorais totalement que dans la religion juive, il ne pouvait pas y avoir de fleurs. Ma mère adorait les fleurs, des fleurs. Et donc, voilà, il y a eu un enterrement religieux. Et là, visiblement, on était très gênés par les fleurs que j'avais apportées. Je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Je n'ai pas creusé la question. Mais c'est vrai qu'il me semble, je veux dire, c'est peut-être animiste, tout ce qu'on veut, mais je veux dire, ma mère adorait les fleurs, elle avait et c'était ce qui la caractérisait, je veux dire, elle avait une plante dans sa maison qui avait, je sais pas, 35 ans, elle avait bien tout prendre tout le salon, et à chaque fois elle me disait, regarde, nous sommes 4 enfants, nous étions, elle me dit, regarde, il y a 4 feuilles qui poussent en même temps. C'est vrai que et puis la façon dont elle était attentive à cette plante et dont elle la soignait, le lien qu'elle entretenait avec... Je me dis, mais c'est fou, pourquoi n'a-t-elle pas droit à des fleurs? Parce qu'elle est juive? Parce qu'elle était... Vous voyez, pourquoi voilà le dogme? J'ai des problèmes avec le dogme. En fait, c'est lié à... C'est compliqué, mais c'est contrairement au christianisme avec la transcendance, dans la religion juive, Dieu, ce qu'on appelle le tzimtzum, c'est-à-dire il se retire de soi et à l'intérieur de soi crée le monde. Donc on est dans une position plus immanentiste, oui, tout à fait. Mais qui n'empêche pas un regard sur la mort, sauf qu'il va pas se traduire par l'idée d'une transcendance. Mais après, la question du paradis perdu, il est pour tout le monde. Oui. Tout à fait, mais ça, il est évident qu'on a besoin de cette image de paradis perdu, même si on ne... J'étais très frappée quand j'étais gamine, c'était la grande époque des enfants sauvages. Oui. On étudiait, Lucien Malson avait... Et ces enfants il avait étudié le cas de deux gamines, Kamala et je ne sais plus quoi. Et il y en avait une qui avait résisté et l'autre qui n'avait pas résisté. Est-ce que l'une avait... tenté désespérément de retrouver un paradis perdu qu'on ne lui avait pas donné. C'est vrai que cette recherche-là, je crois pour moi en tout cas, c'est comme ça que je vis ma présence au monde, c'est créer en permanence, si vous voulez, c'est une par exemple, les choses les arbres, par exemple, cette espèce qui va vers le haut. Vous l'auto-construisez, mais avec un axe. Voilà, je veux dire, c'est une auto-construction. Alors, mais axée. Mais axée, effectivement. C'est vrai que je me rends compte de plus en plus que je parle de beaucoup de construction. Je dis, la construction, construire, s'il n'y a pas des bases solides... La maison s'effondre. J'ai été l'année dernière en Égypte, j'étais invitée, alors je n'y étais pas, je suis née en Égypte. Je n'y étais pas, j'ai quitté l'Égypte, j'avais 3 ans, donc je n'ai aucun souvenir. Et j'ai été frappée quand on a réussi à s'échapper pour aller voir les pyramides, alors la pauvreté qui régnait dans ce pays. Et d'un côté, donc, au milieu de ce sable, ces pyramides qui avaient traversé les siècles, et on se tournait, il y avait des espèces d'immeubles. On avait l'impression que c'était des ajouts de boîtes d'allumettes. On avait l'impression qu'il fallait surtout pas peser plus de 30 kilos parce que sinon... Et je veux dire, le contraste, si vous voulez, je me dis, mais comment, et ça m'a, je veux dire, toutes les civilisations périssent, si vous voulez, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Chine, ces grandes civilisations qui tout d'un coup, quand j'étais gamine, je me dis, mais comment moi j'ai étudié Rome, et cette pauvreté qui est le fait de ces pays, la Grèce en tout cas, c'est particulièrement, ou l'Égypte, c'est particulièrement flagrant, comment se peut-il que, par la transmission, je veux dire qu'il n'y ait pas une sorte de capillarité, si vous voulez,
Mais bon, je pense que je reste beaucoup trop sur un imaginaire infantile, mais c'est vrai que je crois vraiment que les choses s'autogénèrent et que notre cerveau est bourré de merveilles et qu'il faut aller déterrer. Résistance, créativité, construction, je crois que Unidiver vous remercie, Viviane Ami, de ce travail de résistance créatrice que vos éditions donnent à notre société. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est peut-être parce qu'en ce moment... C'est parfait, j'avais tout prévu autrement, mais c'est beaucoup mieux.